Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être aux côtés de Claudie, merci de votre présence. Puisqu'il est question dans cette tribune de démocratie territoriale et sociale, je me propose en effet, comme ça a été dit par Jean-Tian, de vous faire le récit qui nous a vu cheminer à Kingersheim, c'est une ville de 13 000 habitants près de Mulhouse, vers ce que j'appelle aujourd'hui la démocratie-construction. Et c'est-à-dire l'ambition d'une démocratie qui se veut vraiment vivante, réelle, effective, exigeante, c'est-à-dire tout le contraire des pratiques oligarchiques, technocratiques, populistes, tout le contraire de l'horizontalité mortifère des réseaux sociaux qui pratiquent la démocratie de l'instant et du buzz. Et au contraire, la démocratie construction, elle veut dire la conviction que la délibération, la co-construction, bref, le dialogue, doivent être la pierre angulaire de tout processus de décision. Ça veut dire aussi que j'ai eu la croyance que la démocratie peut être transformatrice, elle doit être transformatrice, et qu'il n'y a pas de transformation durable si elle n'est pas à la fois collective et personnelle. Et enfin, je voudrais dire que cette démarche ne prétend jamais être aboutie ou finie. Ce n'est pas une démarche instituée, c'est une démarche instituante. Hannah Arendt disait de la démocratie et de l'art que c'est naissance, c'est toujours naissance. C'est le pouvoir commencer. Et donc, c'est pourquoi je parle de séquence démocratique tout à l'heure, préalable à toute décision importante, toute politique publique ou tout projet structurant. Et c'est pourquoi il s'agit davantage de connaissance en deux mots que de connaissance en un mot. Et donc, je vais donc restituer ici le sens et l'esprit de ce récit. Pourquoi avoir voulu démocratiser la démocratie dans ma commune de Kingersheim? Et puis, en grands traits, rappeler l'écosystème, ses exigences, pour une ville qui se voulait évidemment dynamique, solidaire, mais une utopie qui m'a porté en permanence avec mon équipe, mes collaborateurs, c'est une ville fraternelle. Et donc, bref, une vision et des pratiques qui ambitionnent au fond de changer radicalement le rapport à la politique quand elle est cours de récréation, de changer radicalement le rapport à l'élection qui devient en fait désormais un passeport pour une démocratie vivante et continue, de changer le rapport à la décision face à la posture, comment concilier éthique de responsabilité, éthique de conviction, de changer le rapport radicalement au pouvoir, comment passer du pouvoir sur au pouvoir avec dont parle Patrick Vivray. Un mot d'où je parle, ça a été dit, j'ai éprouvé le bonheur de toutes les échelles locales, maire, président de communauté de communes, puis d'agglomération, conseil général, conseil régional. Et dans ce parcours, c'est je crois une belle intuition, peut-être la grande intuition, j'ai souhaité m'offrir des voyages. Non pas des voyages lointains, non pas des voyages coûteux, mais des allers-retours permanents entre le besoin de penser et le désir d'agir, entre le besoin de faire silence et le désir de l'engagement. Et dans ce cheminement, j'ai eu la chance de perdre toute forme de certitude, parce que la certitude, c'est jamais le dialogue, c'est jamais la nuance, c'est jamais le compromis. Mais j'ai gardé des convictions de l'ordre de 3. La première conviction, c'est de relier démocratie et exigence, c'est-à-dire substituer à l'alphabet politicien une grammaire démocratique que je développerai tout à l'heure. Et cette dimension est importante, c'est comment passer de l'égo-compétition à l'alter-coopération dont parle Edgar Morin. La deuxième conviction, c'est de concilier démocratie et transformation. Comme le disait tout à l'heure Claudie, on n'est pas là pour inaugurer des chrysanthèmes, pour le statu quo confortable d'être réélu et de ne pas avoir le courage de transformation. Au contraire, il faut être des acteurs de métamorphose, pour reprendre là aussi le concept d'Edgar Morin. La métamorphose, c'est plus fort que la transition. C'est vouloir la transition et ne pas avoir peur de la transition. Et donc pour cela, ce n'est pas dans l'entre-soi de quelques notables que ça se décide, mais c'est dans des compromis dynamiques qui sont le fruit de l'intelligence collective. Et puis il y a une troisième conviction que je redis avec force à chaque fois qu'on m'invite à intervenir et à témoigner de notre démarche. Je crois vraiment qu'il nous faut fertiliser démocratie et la dimension spirituelle au sens très large du terme. Je pense que toutes les idéologies ont oublié la question du sens, la question de l'intériorité, la question du grandissement personnel, la question du refus absolu de l'inhumain. Et puisque nous sommes ici dans des rencontres
qui relie démocratie, transformation et culture. Je crois que la culture sous toutes ses formes, et l'art sous toutes ses pratiques, et la démocratie, lorsqu'elle interroge le rapport au soi, eh bien, s'inscrivent dans cette dimension tout à fait essentielle. Essentielle parce que c'est d'abord la quête du sens ultime à l'humanité. Le sens pour qui, pourquoi et pourquoi en 2 mots. Essentielle parce qu'elle est résistance. Et j'aime rappeler cette réflexion de Mounier aussi, que face à la marchandisation de la société, des consciences, face au consumérisme, face au matérialisme dominant, la première révolte, elle est intérieure, et la première révolution, elle est spirituelle. Je pense à Mandela, je pense à Martin Luther King. Essentielle parce qu'elle est aussi travail sur soi. Gandhi, sois le changement que tu veux pour le monde. Essentielle parce qu'elle est relation. J'aime bien citer Emmanuel Mounier, qui m'inspire beaucoup, qui disait que face au système qui détruit et face à l'individu replié sur lui, il y a la personne, unique et singulière au monde, qui est en relation avec soi, en relation avec les autres, en relation avec ce qui la transcende. Et d'une certaine manière, je ne suis pas loin de penser que l'épuisement de la transcendance républicaine, comme capacité d'interroger l'universel, le nous, le commun, bien fait suite à l'épuisement de la transcendance spirituelle quand elle veut dire intériorité, quand elle veut dire créativité, quand elle veut dire résistance, quand elle est l'ordre du métapolitique. Quand aussi elle invite à la verticalité. Et je veux citer cette réflexion d'Abdenour Bidar qui disait « Quelle est cette société qui condamne l'être humain à une existence sans aucune verticalité ?» Mounier, quelques dizaines d'années avant, disait « L'homme ne s'atteint que s'il ne vise au-dessus de lui ». Voilà les convictions qui m'ont habité et partagé avec beaucoup de mes collègues et des collaborateurs pour aborder la rénovation démocratique. Je l'ai entendu ce matin quand on est en train de vouloir fabriquer une politique publique. Construire un projet ou un service, souvent le réflexe, c'est le programme, c'est le budget, c'est les finances, c'est les règles techniques, c'est les règles juridiques. Jamais 2 choses essentielles, c'est la question du sens et la question du comment. C'est la mère de toutes les questions, c'est la démocratie. Comment associer les citoyens au processus de décision? Comment coproduire de l'intérêt général qui n'est pas l'addition des intérêts particuliers? Comment susciter l'intelligence collective, faire préférer la parole vraie aux fake news, la raison aux pulsions? Comment construire du nous, du commun dans la société des individus, une société atomisée, parcellisée, pour reprendre les propos de Jérôme Fourquet? Eh bien, cette question, elle est centrale. Elle dit d'entrée de jeu que face à la crise démocratique, la démocratie ne peut plus se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, à des institutions, à un grand débat sans suite, pas même à un RIC sloganisé, pas même à peindre la démocratie d'un peu de participation. Pierre Rosanvallon disait qu'il y a la démocratie régime, mais qu'en est-il de la démocratie société? Et j'aime citer Hannah Arendt quand elle résume en un mot la démocratie. Elle disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Et donc la démocratie, dans sa pleine dimension, c'est d'abord un mode de vie, c'est la volonté de vivre ensemble et c'est la capacité de faire société. En un mot, c'est une culture. Et pour cela, je pense qu'il faut partager un double retournement dans le regard qu'on porte sur l'agir public. Le premier retournement, c'est que le processus, le faire avec, est plus important que le résultat. C'est dans le processus qu'il y a les transformations. Deuxième retournement, il faut arrêter d'avoir comme horizon l'individu consommateur, électeur, spectateur, mais le citoyen. Et quand je parle de citoyen, ça veut dire 2 choses. La croyance que chaque être humain est capable de penser, de réfléchir, de se poser, de se mettre en colère et de proposer si l'offre démocratique lui permet de proposer. Et la deuxième chose dans la citoyenneté, il y a toujours une dimension universelle dans une décision à prendre. Toujours une décision, quelque chose qui nous transcende. Pierre Mendès France, dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. Quels sont les éléments qui nous ont fait changer complètement de pratique démocratique? Je veux le dire parce que c'est important dans le cheminement d'un élu. 3 raisons. La première, c'est le discernement sur nos pratiques. Et à l'issue du premier mandat, on n'a pas eu tellement le temps de travailler cette question. Je me suis rendu compte que les réunions de quartier étaient d'une faiblesse démocratique affligeante, à travers la mise en scène d'une relation mortifère entre les élus considérés comme des magiciens et les habitants consommateurs, entre les élus considérés comme des fournisseurs et les habitants des clients. Ce consumérisme politique nous mène droit au mur.
C'est des boulevards d'irresponsabilité quand il faut travailler à des chemins d'espérance. Premier élément, le discernement sur nos pratiques. Et donc, on est passé, pour les questions de proximité, au diagnostic en marchant, cheminer ensemble pour voir ce qui ne va pas et ce qui va bien, et co-construire les solutions ensemble. Et on a aussi proposé des rencontres en quartier, en 2 temps, quelles sont les doléances, qu'est-ce qui ne va pas dans ma rue, dans ma ville, dans mon quartier, mais aussi dans ma ville, on est citoyen de la cité, et comment on est observateur, acteur de la bienveillance. J'ai horreur des voisins vigilants, mais les voisins bienveillants, ça me va bien. Et donc, premier élément, c'est le discernement. Deuxièmement, le constat. Quand je me dis de donner le temps du silence et le besoin de réfléchir, il y a 30 ans, j'écrivais sur la crise démocratique. Avec le fossé qui ne cessait de se creuser entre les représentants et les représentés. Il y a une crise démocratique et une crise de la représentation. Avec la cour de récréation, avec les limites de la démocratie électorale, qui empruntent les mêmes ingrédients que le secteur marchand, la séduction, la caricature, la posture, et derrière, le désenchantement, le discrédit, le soupçon, la défiance. Troisième élément, le sentiment d'impuissance. Ça ne change rien. Et puis enfin aussi, la montée en puissance de l'individualisme privé. Moi d'abord, tout et tout de suite. C'est une des raisons importantes d'un changement de paradigme démocratique. Et la troisième raison, elle est plus personnelle, mais ça a permis d'embarquer vers autre chose. Je pense qu'on a chacun et chacune dans nos vies 2-3 rendez-vous à ne pas louper, à ne pas manquer. Le mien, c'était à la fin du premier mandat, où j'ai découvert, au fond, à travers un renoncement douloureux, ma part de fragilité, ma part de vulnérabilité. Quelle chance! Ça m'a amené à plus d'humanité et donc à changer le rapport au pouvoir, à travailler chaque jour ce rapport humble au pouvoir, parce que pour le partager, il faut ce rapport humble au pouvoir. Et pour moi, c'était important. Personne ne peut évacuer cette question du sens de l'engagement. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Est-ce que je suis dans la pesanteur de passion triste ou dans la grâce de la coopération et de la collaboration? Est-ce que je suis dans Eros, force de vie, ou dans Thanatos, force de mort? Est-ce que je suis les traces de Trump ou celles de Mandela? Et donc, ces 3 éléments conjugués nous ont amenés à changer, à faire la transition entre ce que j'appelle une démocratie providentielle, descendante, passive, anesthésiante, souvent infantilisante, dors tranquille, je fais à ta place, vote et tais-toi, dramatique, mortifère, vers ce qui est de l'ordre d'une démocratie construction, au fond, grandissement. La démocratie construction, elle est inclusive. Ce n'est pas donner un os à ronger à un conseil citoyen ou un conseil de quartier. C'est les associer aux grandes décisions publiques et aux grandes politiques publiques. Elle est d'abord inclusive. Deuxièmement, c'est de considérer que toute décision est un processus, pas simplement une addition d'avis. Et que pour ce processus doit être de haute qualité démocratique, il faut qu'il soit interactif. Il faut favoriser la réciprocité des échanges. Il faut donc qu'il soit lent. Moi, je propose la slow démocratie, pour prendre en compte la complexité et l'altérité. Il faut qu'elle soit édifiante. Comment, pour chaque sujet, on permet la transitivité entre le jeu singulier de nous collectif et l'enrichissement du jeu par le nous. Et donc, cette démarche est essentielle. Elle nous a porté vers un écosystème. Cet écosystème, ça veut dire au fond que c'est la culture démocratique. Ce n'est pas à un moment donné un petit budget participatif ou une petite consultation par là. Eh bien, pour une démocratie vivante, il y a 5 exigences, je vais les rappeler très rapidement et peut-être travailler plutôt sur 2 sujets. Il faut que la démocratie soit désirable. J'entends souvent, les gens ne veulent pas participer. C'est vrai que c'est difficile de faire participer, mais il faut rendre les choses désirables. Et c'est ainsi que nous avons organisé régulièrement des sortes d'olympiades de la démocratie pour dire aux habitants qu'ils sont importants en tant que citoyens dans l'intervalle des élections. Un des moments fondateurs, ça a été les États généraux permanents de la démocratie. Comment permettre à chacun d'être coproducteur de l'intérêt général et coproducteur de la décision. Rendre la démocratie désirable. Il faut que la démocratie soit habitée, c'est-à-dire une culture quotidienne, avec les élus, avec les collaborateurs, avec ce qu'on appelle les agoracteurs à Kingersheim, des gens plus engagés et qui ont fait aussi de la formation pour cela. Habitée aussi parce que j'ai toujours trouvé saugrenu que dans notre pays, peut-être un peu partout, il y a des infrastructures, des équipements pour toutes les activités humaines, sauf pour celles qui consistent à décider ensemble. C'est la raison pour laquelle, 2 ans après les États généraux, nous avons créé la Maison de la citoyenneté, qui est à la démocratie ce que la forge est au forgeron. C'est le lieu de toutes les ressources démocratiques, de sens, d'intelligence et de débat qui veulent construire du commun. C'est le lieu des 3 fonctions essentielles de la démocratie. Celle du débat, celle de la décision et celle qui est systématiquement ignorée, celle de la co-construction. C'est aussi le lieu de 3 cultures. J'ai observé que
dans l'exercice de mes mandats, j'ai observé au fond qu'il y a 3 cultures démocratiques en nous qui s'ignorent, qui s'opposent en permanence, alors que je pense qu'on peut les fertiliser. C'est le rôle des conseils participatifs dont je parlerai dans quelques instants. Eh bien, ces 3 cultures, c'est la culture de l'indignation et par extension de la résistance, de la colère, de l'opposition. C'est la culture de l'utopie, du rêve, de ce qui est à devenir, du projet. Comment peut-on imaginer agir dans l'espace public sans indignation et sans utopie? Mais c'est aussi la culture de l'engagement, c'est-à-dire l'acceptation du principe de réalité. Et on voit bien qu'il y a des gens qui s'indignent, ne s'engagent pas. Il y a des gens qui s'engagent, mais qui, à force d'être sur le guidon, la tête sur le guidon, ont perdu toute forme d'indignation et toute forme d'utopie de transformation de ce monde. Et toutes les transitions, toutes les séquences démocratiques, on essaie de fertiliser, de manière croisée, ces 3 cultures démocratiques. La 3e exigence, elle est au cœur de la démarche. La démocratie doit être continue. Elle ne peut pas être intermittente face à la crise démocratique. Ce n'est pas une démocratie en continu, avec des palabres sans fin, sans débouché politique ou sans décision. Nuit debout, c'était magnifique, mais il n'y a pas eu de débouché. Et donc, le principe qui était le nôtre, c'est que pour chaque projet inscrit dans le contrat municipal, pour chaque question en jeu, pour chaque pétition, pour chaque projet qui pourrait être porté par les citoyens, nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique, qui doit être décisive pour la décision des élus. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique entre le temps de l'agora et le temps de l'ecclésia, qui est le temps de la décision. Il y a 2 choses importantes dans cette séquence démocratique. Un forum débat qui n'est jamais le lieu de la décision, mais qui institue la séquence. Ce forum débat permet aux habitants de manifester leur peur. J'ai jamais vu un projet qui ne produit pas de la peur, qui met sur les tables les questions et les premières préconisations. À l'issue du forum débat, j'invite les habitants en leur disant « Je suis votre élu, mais je n'ai pas la séance infuse. C'est ensemble qu'on va approfondir le sujet, affronter la complexité, et c'est ainsi que pour chaque séquence démocratique, la pierre angulaire de la décision, ce que je disais en introduction, c'est la co-construction dédiée au conseil participatif. Il y a donc autant de conseils participatifs qu'il y a de séquences, autant de séquences qu'il y a de projets ou de politiques publiques à mettre en œuvre. Et ce conseil participatif, c'est important, ça diffère vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. La composition, elle est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un collège d'habitants volontaires et tirés au sort, un collège d'élus majoritaires et minoritaires, un collège d'experts ou d'acteurs et un collège qui représente les organisations. C'est la France en miniature qui apprend à s'écouter, à se parler, à co-construire, à fertiliser les points de vue différents. La philosophie, c'est en effet fertiliser les points de vue différents. Le temps, c'est le temps qu'il faut. Et puis le processus de décision, c'est le consentement progressif. C'est une démocratie argumentée. Il y a plusieurs conditions de réussite. Mais je vais en citer 2. La première, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de délibération possible, il n'y a pas de co-construction possible sans formation initiale. C'est le retour à l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on ait le même sens des mots et le même niveau de compréhension des enjeux. La deuxième condition de réussite, pour dire que la démocratie construction, ce n'est pas l'anarchie, c'est le cadre. Il n'y a pas de démocratie sans cadre et sans règles. Mais surtout, il n'y a pas de démocratie sans valeur. Il n'y a pas une opposition entre une démocratie construction et les convictions que l'on a portées qui sont non négociables. Pour moi, les conditions non négociables, c'est les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. En dehors de ça, je ne discute pas. Et c'est tout à fait essentiel qu'on porte des valeurs. On voit trop d'initiatives démocratiques qui sont en fait des clubs med de post-it, comme s'il n'y avait pas de valeurs. Ce n'est pas que de l'ingénierie démocratique, la rénovation démocratique. C'est aussi être habité par des convictions. Puis la dernière exigence, il faut que la démocratie doit être aussi d'implication. C'est ainsi qu'on a mis en place, lors des États généraux, un fonds d'initiative citoyenne qui permettait aux habitants, lorsqu'ils portaient un projet d'intérêt général, d'être portés par la ville, accompagnés, notamment un restaurant associatif qui a mobilisé 1 million d'euros qu'on n'avait pas, qu'on a pris en emprunt, pour accompagner une association éco-citoyenne qui se réclamait de Pierre Rabhi, pour transformer une friche industrielle en restaurant associatif. C'est une belle réussite. Juste un mot sur l'implication. Les soirées d'engagement. J'en ai encore les frissons quand j'en parle. Soirée d'engagement, 700 personnes dans la salle du hangar. 700 personnes, 10 témoignages en 1 minute. Les gens n'ont plus voulu se quitter à 2h du matin. C'est-à-dire favoriser cet engagement citoyen. Je termine mes propos pour vous dire que, au fond, jamais le niveau de défiance a été à ce point. J'ai lu quelque part que 80% des Français considèrent que les élus prennent des mauvaises décisions et que 50% d'entre eux considèrent qu'ils le font à dessein.
c'est dire le niveau de défiance qui s'inscrit dans un cadre où, au fond, il y a deux choses qui favorisent le désengagement, le complotisme, l'antisystème. C'est le mal-être des gens et c'est la défiance interpersonnelle. Je trouve que les électeurs du Rassemblement national, c'est un peu ça. Et donc, il faut trouver un logiciel politique qui n'existe pas encore, qui fasse la fertilisation croisée entre l'urgence climatique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Au fond, il s'agit de redonner la confiance et de redonner la légitimité de la décision publique et de l'agir public. Et si nous avons été élus dans une ville qui, sur les enjeux nationaux, vote toujours à droite, et ce n'est pas pour critiquer, mais juste pour dire, eh bien, c'est parce que nous avons toujours considéré que nous n'étions pas légitimes par le seul fait d'être élus. Et que nous avons travaillé sur 4 formes de légitimité. La légitimité par la promesse tenue, la légitimité par l'efficience des politiques publiques, la légitimité par l'éthique de l'action publique, pas seulement l'intégrité, pas seulement le parler vrai, mais mettre de la modestie, de l'humilité dans notre engagement politique. Et cette dimension est importante. On a pris 3 décisions symboliques qui ont fait plus dans le regard sur la politique que tout ce qu'on a mis en œuvre. Par exemple, plus d'inauguration, de coupées de ruban, mais des temps d'appropriation par les citoyens. Par exemple, plus de vœux du maire, mais les vœux de Kingersheim. 1500 personnes dehors, avec un spectacle culturel. Le maire, 5 minutes de parole, point barre. Choisir les candidats pour les jobs d'été au tirage au sort. Première question à la maison citoyenneté qui est remplie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on procède au tirage au sort? Moi, je ne sais pas en vertu de quoi je choisirais les unes les autres. Réponse, oui. Est-ce que vous êtes prêts à partager le temps de travail? Réponse, oui. Et donc, au lieu de proposer 20 postes, c'est 40 postes. Et ça, c'est les gens qui sortent de ça, et je dis, mais c'est pas possible. C'est parce qu'on voit de la politique, en fait. Et au fond, vous avez compris que la démocratie construction, c'est un peu un pari fou d'une démocratie de fraternité. Je veux le dire ici. Retraité de l'action publique, démocratie de fraternité, au minimum de l'intelligence collective. Ça veut dire qu'elle nous invite à relier le dedans et le dehors, le haut et le bas, l'ancien et le nouveau, le je et le nous. En d'autres termes, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, tout est à advenir. C'est là le sens, me semble-t-il, de l'humanisation de notre société. Merci de m'avoir écouté.